Bienvenue dans le dernier épisode de la première saison du podcast Un petit quelque chose. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Noémie qui nous vient de Hongrie, de Budapest plus précisément, et elle nous raconte son parcours de violoncelliste qui est devenue aussi graphiste, qui était une passion qui existait déjà. Elle nous parle des difficultés qu'elle a rencontrées, du nouvel équilibre qu'elle s'est créé, qui va sûrement encore bouger pour le reste de sa vie. On l'écoute tout de suite dans le podcast. Bienvenue à l'épisode 8 du podcast Un petit quelque chose et aujourd'hui on accueille Noémie qui est hongroise, qui est violoncelliste et illustratrice, mais on va un petit peu affiner tout ce propos aujourd'hui avec toi. Et puisque tu es hongroise et c'est la première fois on reçoit une hongroise dans notre podcast, j'aime bien demander comment se passe l'éducation musicale dans ton pays? Quelle est la place vraiment de la musique aussi dans cette culture? Parce qu'on sait quand même en musique, elle est très importante, en tout cas musique classique, mais il y a aussi beaucoup de musique, populaire. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer sur la place de la musique en Hongrie? Alors, en Hongrie, ouf, la musique a beaucoup de place, oui, effectivement, et surtout à comparer, par rapport à la Belgique, c'est vraiment différent. Beh, en fait, dans l'éducation musicale, enfin, aujourd'hui, c'est très différent parce qu'il y a eu, beaucoup de changements depuis, enfin, moi, quand j'étais petite, il y avait, à l'école, maternelle, secondaire, des cours de musique. Donc, cours de musique, je crois que c'est différent par rapport à la Belgique. En fait, c'est des cours de musique où on apprend beaucoup, beaucoup de chants traditionnels. Le solfège est un petit peu intégré, déjà, donc c'est pas juste, on a une flûte et on essaie de faire des petits trucs. Enfin, moi, j'ai jamais joué de flûte, c'était toujours juste des chants. Et alors, il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont des chorales, donc tu fais chant choral assez vite. Et alors, beaucoup d'apprentissage par rapport à la musique traditionnelle, les recherches de Kodály et de Bartók qui ont fait énormément de travail dans ce domaine. Et voilà, même l'apprentissage du solfège est basé un peu sur, cette tradition, et on apprend les intervalles avec des chansons et bref. Donc c'est très présent. Donc ça veut dire que, tout le monde apprend la musique, en tout cas à ton époque, tout le monde passait par là, à l'école? Enfin, je pense que dans toutes les écoles où j'étais, il y avait cours de musique et c'était un peu dans ce goût. Donc ça se perdait déjà un petit peu, je pense, mais c'était quand même encore des enseignants qui étaient formés comme ça, et donc qui perpétuaient un peu cette tradition. Et alors bon, très vite, moi j'étais quand même, en académie, et alors, l'académie, c'est comme en Belgique, souvent intégré dans le bâtiment d'une école. Donc j'avais cours, l'après-midi, de violoncelle, je crois que solfège, j'allais, à l'académie, mais bon, c'était quand même assez lié. Alors, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient de la musique, donc c'était un petit peu, organique, quoi. Même en académie, c'est un petit peu différent quand même le système, de la Belgique, parce qu'il y a donc, je crois que j'avais cours 2 fois par semaine de violoncelle. Si tu étais un petit peu demandeur, et tu étais un peu doué, en gros, très vite, on te passait en catégorie, donc il y avait tous ceux qui prenaient cours, normalement, c'était classe A. Et alors si tu étais un petit peu, à l'affût, tu passais en classe B. Alors là, tu avais pas 30 minutes de cours seul, mais 1 heure seule par semaine. Un seul élève par cours, avec le professeur, et tu as 1/2 heure d'office. Ouais, Et si tu es un petit peu, enfin, un petit peu c'est plus, vraiment genre, alerte. un rien. Donc si tu es un petit peu plus, en demande, tu passes, 1 heure par semaine. Il y a aussi orchestre souvent dans des académies, donc oui, il y a beaucoup de trucs. Et ce qu'il y a aussi en Hongrie, c'est, des lycées spécialisés musique. À Budapest, il y en a 3, et moi j'ai été dans une école comme ça, je crois que c'était vers, mes 14 ans que j'ai été dans un lycée normal. Et alors là, j'ai senti que, ouf, 1 an est passé comme ça, et j'avais juste l'impression que, je ne sais pas ce que je fais ici, il y a rien qui m'intéresse. Et alors, j'avais une amie que je connaissais de l'académie qui faisait depuis 1 an, ce lycée, musical. Et alors là, j'ai décidé de faire, un petit stage. Je crois que je devais faire un petit stage. Il y avait pas d'examen d'entrée, mais le directeur m'a dit: «Écoute, ton niveau, c'est OK, mais on te prend si tu viens avec nous une semaine, en été, près du lac Balaton, et on va faire un stage, orchestre et tout». Et donc moi, j'ai été enfin, il y a
3 écoles connues. J'étais dans celle qui est très orchestre et Mmh. orientée vraiment, musique de chambre, mais surtout orchestre, orchestre, orchestre. Et donc j'ai fait ce stage, c'était chouette, et après j'ai intégré cette école. Et en gros, quand tu es dans une école comme ça, j'ai fait 6 mois, je crois, en me déplaçant parce qu'on habitait à genre 1 heure de l'école. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ça n'ira jamais parce qu'en fait, il y avait cours toute la journée. Et donc j'ai été à partir de décembre en internat. Et alors j'ai été pendant 4 ans en internat. Pendant 6 mois, je faisais le trajet, mais je me disais: «Mais je perds des heures à voyager quand mes amis sont en train de répéter». Ah ouais, c'est terrible ça. Et enfin, je sentais aussi que, bon, j'avais quand même un petit truc de bah, ça faisait 1 an que mes amis étaient là. Mmh. Ils avaient cours 2 fois par semaine Mmh. d'instruments, 2 fois 2 heures, plus l'orchestre, plus tout. Donc j'avais un petit retard à récupérer. D'ailleurs, je Ouais, me ouais. suis fait une double tendinite, c'était super. Déjà une tendinite à 15 ans. J'ai commencé le truc. Alors là, j'ai passé de genre, je travaillote un petit peu mon violoncelle, c'est un peu cool, il y a parfois des concours, des concerts, mais là, c'était bam, 4-5 heures, de taf tous les jours parce que en fait, j'avais cours mardi et jeudi Ah ou oui. mardi et vendredi. Oui. Et genre, c'était vraiment une étude, on t'a donné, la semaine d'avant. Mmh. Mardi, tu montres ça, mais vendredi, tu vas pas montrer la même chose. Ouais, d'accord. Donc en fait, très vite, j'ai compris que ça va bosser, Ouais, mais ouais. sec Ouais. et ça va pas aller. Donc en fait, bah, j'étais avec quelques filles, dans la même chambre, enfin à l'internat. On n'était que des musiciennes, en fait. C'était un internat qui n'était pas fait pour nous, mais il y avait toute une partie, de l'école qui logeait là. Ouais. Et alors on était juste, quelques musiciennes comme ça ensemble et on s'est tous fait des tendinites. Donc j'avais, on était une violoniste, une pianiste, moi et toutes les 3 on avait double tendinite. La plupart d'entre nous, franchement, nous on était à l'école, on était tranquille, on faisait un petit peu notre instrument, mais sans plus, quoi. Là, d'un coup, tu as passé en plus tout ton été sans bosser, tu as pas touché pendant 2 mois ton instrument parce que bon, moi, c'était mon cas. Et alors là, tu te retrouves en septembre et tu dois bosser, mais quand même malade. Bah et en plus, c'est pas un âge où on sait bien bosser. Enfin, c'est un truc vraiment bah, après, tous les musiciens le diront, mais que tu apprends au fur et à mesure aussi, puis les limites de ton corps, bien sûr. Mais, tu as un âge où tu dois faire beaucoup, alors tu fais beaucoup parce que, on a encore de l'énergie et cetera à cet âge-là. Mais on se rend pas compte qu'en fait, on bosse, mal, mauvaise méthodologie, mauvaise posture, on bosse, en étant en tension et enfin Voilà, je voulais vraiment y arriver. J'avais une prof quand même assez sévère et je sentais qu'il y a de la pression et il faut y aller, quoi. Et alors là, enfin, en quelques mois, tendinite totale. Et là, le directeur de l'école qui est un monsieur, enfin, vraiment super. Lui, il est violoncelliste aussi, mais il se consacrait uniquement à la direction de l'école et il était aussi chef d'orchestre. Il menait, l'orchestre, où on avait enfin, quasi la totalité de l'orchestre, c'était des musiciens professionnels qui soit avaient un lien avec l'école, qu'ils ont fait leurs études là ou je sais pas, d'autres pas. Et il y avait aussi quelques étudiants qui étaient déjà assez avancés, qui intégraient l'orchestre aussi plus tard. Enfin, dans mes dernières années, j'y jouais aussi. Et donc lui, il a pris les choses en main et alors il a voulu vraiment voir ce que je fais. Il m'a donné quelques cours vraiment techniques. J'ai eu vraiment des consignes, de vraiment plus bouger ma main du tout pendant 2 mois, un truc comme ça. Mais genre, je ne pouvais pas appuyer sur une clinche. ah ouais. Donc c'était vraiment je dormais avec 2 cuillères attachées. Donc j'avais un bandage Ah, et pour être sûr de ben pas bouger, en oui, pour ne fait? pas bouger Ah! du tout parce qu'en fait, j'avais une connaissance pianiste, un pianiste, assez connu en Hongrie et alors lui, il m'a dit: «Écoute, moi, j'ai une tendinite quand j'étais jeune et là, le seul moyen que ça parte, mais définitivement, c'est que tu ne bouges plus du tout maintenant pendant 2 mois». Mais effectivement, plus jamais c'est revenu, quoi. Ah oui? Oui, oui. Ah ouais, c'est fou ça. Et tu as fait attention un peu plus comment tu travaillais après ça ou pas? Le fait de reprendre doucement et en connaissance de cause, que maintenant on va y aller mollo et construire une technique, vraiment les muscles, parce que en gros, c'est les micro-muscles qui commencent à travailler et ça tenait pas la route, mais plus jamais c'est revenu. On en a pas parlé, mais comment ça se fait que tu aies choisi le violoncelle? Alors là, pur hasard, mais vraiment pur hasard. Ma sœur faisait de la flûte, je voulais faire de la flûte. Elle a 7 ans de plus que moi, c'était, ouais, ma sœur quoi, elle fait de la flûte, elle est belle, moi aussi je fais de la flûte. Alors j'ai été à l'académie. Alors je dis à la prof qui était chargée de prendre les
les inscriptions. Et je dis: «Ah, j'aimerais faire de la flûte». «On ne fait pas de la flûte, tout le monde fait de la flûte, c'est ennuyant à la fin. Vas-y, pourquoi pas violoncelle?» Je me suis dit: «OK». Je savais même pas ce que c'est. Mais ça, c'est Je fou ça. je ne savais pas ce que C'est rare. c'était. Je ne savais pas ce que c'est. Alors je vais au cours, et en fait, il y avait même pas de violoncelle parce que, je sais pas, l'académie n'en avait pas à ce moment-là. Donc elle me montre des images de l'instrument. Je OK. 2e cours, il va toujours pas d'instrument. Bon, je sais pas, on va voir ce que ça donne et ça a démarré comme ça. Mais donc t'as pas regretté de est-ce que tu à un moment, tu as eu un regret de quand même que ce soit pas la flûte? Flûte? Non, non, jamais. Bon, c'est aussi un truc d'affinité, hein, mais j'ai Oui, beaucoup, beaucoup plus d'affinité avec les cordes que les vents, donc oui. ma prof, ça en fait, au moment de ma tendinite, il y a eu quand même un petit truc, je crois qu'elle se sentait un peu responsable ou je ne sais pas, il y a eu un drôle de truc. Notre relation a assez vite détérioré Mmh. et en fait, j'ai traîné, cette relation comme ça, pendant quand même 3 ans et j'arrivais pas à dire que, bah, j'aime pas en fait des cours quoi et juste dire que, bah, je me sens mal. C'est pas gai et c'est vraiment plus du tout chouette ce qui se passe et en fait, surtout parce que tous les autres, ils adoraient et j'avais l'impression qu'il y a que moi qui n'aime pas et qui se sent vraiment super mal au cours et alors, enfin, on connaissait un monsieur, on a entendu quelques-uns de ses élèves jouer lors des concours et ma maman était là aussi, alors elle disait: «Mais comment c'est possible que c'est que ces élèves qui donnent envie d'être entendus et qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air heureux en plus et ils sont chouettes et je sais pas, on avait un truc comme ça, tu vois, du jour à la nuit. Un truc comme ça de même pas juste qu'ils savent jouer, mais juste un truc que Il y a un truc qui là, se il y a un passe, truc, quoi. c'est différent, quoi. Ma maman l'a appelé, elle lui a dit: «Écoutez, il faudrait qu'il se passe un truc». Ma fille n'en peut plus et en gros, on est en milieu d'année, mais on ne sait pas comment faire, mais en tout cas, on va pas continuer. Est-ce qu'il y aura un moyen? Et alors, lui, il était hyper diplomate, il a essayé de dire: «Non, non, ça peut-être il vaut mieux attendre l'année prochaine et il faut voir et tout». Et c'était sans compter que j'étais dans une école avec un directeur qui voulait depuis des années qu'il donne cours dans son école. Donc et enfin, c'est quelqu'un de très renommé et un très bon violoncelliste et excessivement bon prof. Donc en fait, mon directeur a pris l'occasion et il lui a fait une proposition de devenir prof chez lui. Mais en gros, il avait que moi et donc il est finalement venu et donc ça a commencé un peu bizarrement qu'en milieu d'année, tout à coup, il a été engagé et que moi, j'ai dû continuer dans cette école, avec ma prof qui n'a pas compris pourquoi. Enfin, c'était vraiment gênant et tout, mais en fait, ça s'est super bien terminé. Enfin, pas terminé, mais ça a continué et que j'ai eu la chance, immense chance, d'avoir, pendant, je pense, 3 ans cours avec lui. Et ça m'embête de toujours. Enfin, c'est vraiment lui qui m'a donné, l'ADN, de violoncelliste enfin, c'est quelqu'un que j'adore humainement, c'est vraiment une personne hyper importante dans ma vie et c'était génial. Donc ça a fait un tournant Et il s'appelle comment, tu dit? immense. Istvan Varga. Là, tu avais 18 ans? 17? Oui, j'avais 19. C'était pas déjà dans ta tête de rentrer au conservatoire? Beh, en fait, il y avait un truc comme ça, je sentais que ce monde devient vraiment beaucoup trop petit pour moi. Dans tout ce qui était musique classique en Hongrie, la compétition était énorme et vraiment on venait s'écouter au concert, mais vraiment juste pour savoir comment on joue et tout. Et je sentais en fait à la fin de quand j'avais ma dernière année avec lui, c'est que en fait, je crois que je vais arrêter. C'est pas possible, j'adore ça, ça m ça m'est nécessaire, mais dans ces conditions, en fait, ça va plus être possible. Mais tu savais que tu voulais faire du violoncelle, mais tu savais pas si tu voulais en faire ta vie? En gros, c'était ma vie, mais c'était tellement étouffant, cette ambiance, tout ce truc qui m'entourait, que je sentais que, beh, ça va pas être possible. À l'époque, je faisais beaucoup de yoga et des Ouais. trucs et c'est tellement un clash ce que je ressentais physiquement. Ouais. Quand j'étais dans un autre monde, je me disais: «Mais il y a un truc spécial ici, quoi, c'est malsain, ces ambiances, c'est pas gai»
Ouais, donc Et tu je n'as même sentais que pas essayé l'audition, en fait? je l'ai fait, mais en sachant que je veux pas y aller. Ouais, ouais. Donc en fait, je l'ai juste fait pour répéter pour Bruxelles Ah oui. et j'ai super bien joué, en Et fait. tu as été prise ou pas? Non, Ah! Mais heureusement, en mais fait, enfin, évidemment, oui, mais tout était je me juste, en souviens fait, à la fin. oui, mais en fait, j'étais là et j'ai préparé le concours, enfin Ouais, ouais, le concours l'examen d'entrée, d'entrée ouais. et il y avait tout le monde, toutes ces ambiances quoi, qui regardaient et moi je savais que je suis libérée, moi je suis déjà prise à Bruxelles, enfin c'est bon. Et C'est Bruxelles, oui, mais comment tu as trouvé alors, Bruxelles, enfin, comment tu es arrivée, je me disais: «Il faut que je me casse». Ouais. Je veux pas parler allemand, j'avais un truc, je sais pas, dans ma tête, Mmh. de m'imaginer que je pars j'étais hyper maman, donc moi j'étais, ma maman, hyper attachée à ma famille, mes parents et tout. Donc si je pars et je dois parler allemand, ça va trop m'insécuriser, ça va pas aller. Je parlais enfin que anglais, mais par contre ma maman parle français et alors on a toujours regardé des trucs en français quand j'étais petite. Enfin ma maman elle a souvent en France, on a été aussi ensemble et tout et j'avais toujours un truc comme ça avec la langue française, il faut que je parle français. Donc je voulais parler français. Très vite j'ai compris qu'en France, j'irais, pas très loin parce que même pour les Français, il y a pas de place. Donc en fait, j'ai été à un stage avec mon prof en France, l'été, d'avant et j'ai rencontré une fille qui a continué ses études chez Maria Lenk à Bruxelles et dans ma tête, je j'avais pas d'autres plans. Je me disais: «Beh, c'est Bruxelles ou rien, quoi». Donc on va faire ça et comme elle m'a dit qu'avec Marie Alain que ça se passait bien, alors, je l'ai contactée, elle était super sympa, on a très vite convenu un rendez-vous pour se voir. Ça a été un soulagement ou pas pour toi de voir qu'il y avait une opportunité ailleurs? Donc j'avais plein de plein de projets dans ma tête. Je me disais: «Ça va être génial, je vais changer de vie, ça va être fou». Il faut savoir que je viens d'un truc donc à l'école où j'étais, 2 fois par semaine, orchestre. Genre, 4-5 fois par an, des concerts, avec l'orchestre de l'école, mais qui était semi-professionnel au Palais des Beaux-Arts. Toutes sortes de trucs, donc immenses projets avec des chefs comme Kobayashi Kenichiro, enfin Zoltan Kochić, mais enfin plein de grands chefs et des immenses projets, enfin, toutes sortes de trucs super et cours de violoncelle 2 fois par semaine, cours de musique de chambre déjà et plein de trucs. Beaucoup de cachetons aussi, donc tout le temps des opportunités à jouer et tout. Et puis j'arrive à Bruxelles, il y a des cours et je me dis: «Mais on a quand même vachement de cours» et enfin, je suis pas quelqu'un qui n'est pas énergique parce que sinon j'aurais pas pu faire, ce que j'ai fait avant. Mais je me rendais compte après genre 6 mois que enfin mon corps me lâche quoi. C'est un truc de dingue. J'ai plus la force de jouer parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs à faire et donc en gros, je sentais juste que ça m'échappe quoi et j'étais en train de réaliser que je suis en train de passer à côté d'un truc, mais vraiment. Dans ma tête, c'était pas ça le conservatoire. C'était pas cette expérience-là. Que je me disais: «Mais il faut que je bosse, quoi. C'est à la fin, on va devenir musicien quand même». Enfin, mais bon, après 1 an, tu te dis: «Mais il faut que j'ai mon bachelor, donc je vais pas retourner en Hongrie ou bien aller ailleurs». Encore ailleurs et Et recommencer, de toute façon, partout, il y avait le système de Bologne, donc je ouais, savais ouais. que je vais me heurter à ce truc, Mmh. que chaque fois, ça va être le problème, qu'il y a beaucoup trop de cours. Bref, très vite, je me suis rendu compte que ça c'est pas ce que j'ai envie et en gros mon expérience de bachelor, en tout cas, c'est vraiment que j'avais l'impression que j'ai passé à côté de 3 ans De pratique de instrumentale, quoi, pratique ouais. et de profiter de mes cours et alors master, ça allait un peu mieux, mais vraiment, je dis un peu mieux, mais c'était pas beaucoup mieux. C'était quand même ce sentiment de: «Beh, c'est absurde tout ça, quoi». Par rapport à ce que tu dis, cette volonté de se dire: «OK, une fois que le master sera terminé, ça va être la délivrance parce que je vais pouvoir faire plein de violoncelle». Je commençais quand même à sérieusement me questionner, comment on va vivre en fait, parce que là, c'est juste, le néant, mais vraiment le néant. Donc le surréalisme à la belge, moi je l'ai expérimenté dans ce domaine-là que je me dis: «Mais en fait, c'est une blague, c'est pas vrai». En gros, c'est mon expérience depuis que je suis en Belgique, que Ouais, rien ne se fait. ouais. Ah, il faut Donc être actif, hein. il faut tout créer et encore. Ouais et Donc encore, absolument.
Et en fait, pendant le Covid, qu'est-ce que je fais? On est enfermés, on peut plus jouer et pendant hyper longtemps quand même. Donc je me disais: «Mais c'est fou ce truc». Il y a notre temps comme ça où on a monté, un spectacle quand même qu'après le Covid, on va faire ça. Mais bon, ça a duré tellement longtemps que finalement c'est resté dans une boîte. Mais je dessine beaucoup. En fait, mon papa est peintre, artiste peintre. Je dessine depuis que je suis toute petite. Mon papa aurait bien voulu que je fasse ça, de ma vie, mais ça s'est fait autrement. Mais bon, pendant le Covid, je dessine, je fais plein de trucs. J'essaye de faire un truc de mes mains parce qu'en fait, c'était hyper oppressant. J'envoie les trucs à ma famille. Alors ma sœur qui me dit: «Mais, bah, fais un truc avec ça, quoi, c'est trop bien. Pourquoi tu fais pas quelque chose de ça aussi?» Alors je me disais: «OK, peut-être quand j'aurai le temps». Bah, bon, maintenant j'ai le temps, on fait ça ou pas? Et alors, j'ai commencé un petit peu faire ça plus sérieusement, faire plus souvent aussi, mais j'avais pas de matériel du tout donc genre je dessinais, enfin crayon, papier et tout. Il y a un Enfin, c'est quelque chose il y a un pas un vide qui est comblé parce que c'est pas beau de dire ça, mais que je sentais que ça me fait vachement de bien de faire ça. Donc je me disais, il faut que ça prenne plus de place. Et alors je commençais à un petit peu me former donc tout ce qui est là, j'étais dans un premier temps, j'étais surtout sur, design graphique et que voilà, ça me plaît de faire ne serait-ce que des affiches et des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Mais je sentais au fond de moi que, beh, ce que j'aime faire surtout, c'est de dessiner. Et alors petit à petit, ça c'est je trouvais des trucs qui me plaisaient et je me disais: «Mais au fond, c'est très gai de dessiner comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ouais, c'est Est-ce ça. que ça va devenir un métier? Est-ce que ça va devenir un complément? Est-ce que ça va devenir un truc, que maintenant j'arrête le violoncelle et je vais me reformer dans autre chose et tout?» Et C'était je une me disais: possibilité dans ta tête, ça, d'arrêter le «Non, pas violoncelle? du Ouais, c'est tout, ça, pas ouais. du Ouais, tout». Je me ouais. disais: «Mais je suis violoncelliste, quoi, point barre, c'est mon ADN, je peux pas faire autre chose, sérieusement». Au fil des années, c'est devenu vraiment de l'illustration Ouais, OK. et plus particulièrement la, surface pattern design. Donc ça veut dire, des motifs imprimés sur du tissu, ou de ou du papier, enfin pour des produits de papeterie ou de l'ameublement de Mais vêtements. ça, tu t'es dirigée vers ça comment? Parce que c'est hyper spécifique, je trouve, C'est dans super spécifique en fait, c'est aussi un hasard Ouais. parce que sur Instagram, il y a énormément de challenges artistiques. Ouais. Et alors, j'ai découvert une fille et alors je me dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Il y a que des motifs Ouais. sur son et alors là, ça m'a Ouais. vraiment absorbée d'un coup. Je me disais: «Mais mon Dieu, les possibilités de ce Ouais, truc, ouais, c'est fou!» ouais. C'est un truc foisonnant et alors là, j'ai commencé à dessiner et tout mettre en motif et je pouvais plus m'arrêter. OK. Je me dis: «Mais c'est dingue, j'adore faire ça». Ouais. Et c'est un truc jouissif, enfin de créer, 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 que tu sais que ça va jamais finir. Au fur et à mesure des années, je me suis dirigée vers des trucs qui m'intéressent plus artistiquement. Ouais. Donc j'ai passé mon petit, syndrome d'imposteur, c'est il y a quelques années, enfin, ça maintenant, ça fait 3 ans que j'ai mon compte Instagram, je crois. OK, Et au ouais. début, c'était vraiment terrible. Je me disais: «Est-ce que je vais Tu peur, vraiment hein? Ouais, dire aux ouais, ouais. gens que je fais ça?» Et je me disais: «Mais tout de suite, je vais le faire parce qu'en fait, si je commence à ne pas montrer mes trucs, mais avec un compte sans montrer ma tête, je vais commencer à faire ça. Il faut tout de suite jouer le jeu. C'est moi et je fais ça et bon, je vais gérer mon petit problème à l'intérieur, C'est quoi l'a priori que tu avais, du regard de l'autre des autres sur ce que tu faisais? Parce que c'était pas du violoncelle? c'est plus trop à la mode de faire plein de choses et faire plein de choses, ça veut dire faire plein de choses pas bien. Mais c'est plus tr c'est, parce que ça l'a été avant? Tu dis: «C'est plus trop à la mode»? Beh, j'ai l'impression que dans des siècles passés, si je peux dire comme ça, c'était quand même plus courant qu'un artiste soit artiste un peu sur plusieurs plans et que ça ça peut se faire que quelqu'un, Tu veux dire qu'ils mêlaient différents arts, que c'est pas un sujet que quelqu'un sait dessiner, et en même temps, c'est pas son métier et qu'il fait autre chose, j'ai vu une fois des dessins de Hitchcock. Ouais. Et je me dis: «Mais mon Dieu, le mec, il dessinait mais hyper bien». Mais moi, j'avais peur du fait que déjà que les gens disent: «Ah, elle a arrêté le violoncelle».
et que j'ai envie de dire: «Les gars, j'ai pas arrêté du tout». Je fais ça aussi parce que ça me plaît et que j'aime bien faire, mais ça veut pas dire que j'en fais plus ou bien que je suis aigrie et que j'ai arrêté. Donc j'avais très peur de toutes sortes de trucs comme ça que les gens pourraient penser et que je me dis: «Mais déjà, c'est dans ta tête, je pense et que peut-être que les gens pensent pas du tout à ce genre de choses». Mais en tout cas, j'avais un problème avec le fait de me dire: «Est-ce que les gens vont comprendre mon Ouais. mon mon parcours?» mais Mais surtout venant d'un milieu hyper élitiste, c'était aussi un peu dire, j'imagine, enfin si je me mets à ta place, c'était aussi peut-être un peu ressentir, elle a pas réussi en violoncelle, donc en fait elle se tourne vers autre chose, quoi. c'est ça. Et alors, quand enfin, souvent, je me dis: «Mais en fait, c'est vraiment un miroir vers moi-même que Oui. si tu penses ça, alors toi, tu penses ça des autres». Je me dis: «Mais moi, je ne veux pas penser ça et je ne pense pas ça». Mais montre, l'exemple que c'est pas comme ça, quoi. Ouais, absolument. Donc c'était quand même et même vis-à-vis de ce monde, d'art plastique, je me sentais aussi un peu un outsider que, Oui, oui, parce qu'en je plus, viens avec, mon parcours de musicienne, et que je tape tout à coup dans des un domaine qui, au fond, j'ai pas de papier, mais oui. au fond, je suis née dedans. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment mon premier langage d'expression artistique. J'ai toujours fait ça et en gros, c'est venu même avant la musique. Donc c'était quelque chose qui me manquait pendant toutes ces années où j'étais vraiment. Et tu touchais pas le dessin pendant tout justement Non, je toutes ne ces années de touchais pas parce conservatoire, que ouais. c'était pas possible, j'avais pas Ouais, le ouais, ouais, temps bah oui, et ouais. je dessinais de temps en temps, mais j'ai dessiné surtout beaucoup, avant que j'arrive en Belgique et là, ça s'est arrêté parce que j'avais plus du tout le temps et en gros, je sentais que ça me manque aussi, quoi. Tu as envisagé de rentrer dans un orchestre? De Oui et non, parce que j'avais envie de jouer, mais je me suis toujours dit: ben je jouerais bien quelques années à l'opéra ou je jouerais bien quelques années à l'orchestre», mais c'est des trucs, enfin, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Encore dernièrement, je me suis dit: «Je pense que si dans 50 ans, on revoit comment ça s'est passé à l'époque, enfin, notre époque, on va se dire: "Mais waouh, les gars, c'était fou! Comment c'est possible que ça se passait de cette façon-là?" Enfin, justement, depuis que j'ai pris un petit peu de recul de uniquement avoir ma tête dans le monde de la musique, je vois un peu, ce caractère inhumain que ça a de trouver un travail en tant que musicienne aujourd'hui. C'est que pour moi, c'est fou. Au fond, c'est si on réfléchit et on réalise vraiment bien ce qui se passe quand tu vas à un concours d'orchestre, c'est inhumain, quoi. C'est dingue. En tout cas, pour moi, c'était fou de me dire que, je dois bosser, je dois payer un loyer et tout, mais il y a pas de travail en musique, donc je dois bosser dans autre chose. Mais quand tu bosses ton instrument, du coup? Bah, en fait, moi, ce que je trouve terrible, c'est 2 choses. C'est d'une part que, en effet, les gens qui sont externes à notre milieu, de musique classique, j'entends, heu, ne se rendent pas compte du travail fourni par un musicien pour en arriver là où il en est aujourd'hui et peu importe là où il en est, enfin, je veux dire, en tout cas, qu'il exerce, tu vois, en musique. C'est on oublie qu'en fait, c'est pas juste un master, on oublie que c'est, en fait, un travail qu'on fait depuis qu'on a, 6-7-8 ans quoi, en fait, et que comme tu dis, c'est des heures et des heures et des heures de façon continue sur plusieurs années, jusqu'à plus que l'âge adulte et puis c'est jamais fini, en plus de ça, d'une part et de l'autre part, je trouve que dans ce que tu racontes, c'est ce qui sonne vraiment terrible, c'est que c'est complètement dénudé de la musique en tant que telle et le bonheur de la musique justement et de ce que ça nous procure, qui nous crée justement en fait une espèce d'annulation de ce plaisir, donc une frustration et presque même dégoût en fait, parfois. Et moi très régulièrement, je trouve plus de sens dans ce que je fais. Quand tu vois ce que devient la société de façon générale, mais ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve ça difficile de continuer à trouver du sens et en plus quand tu vois ce qui se fait en musique, quand tu vois tous les talents qui existent aujourd'hui et cetera, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je peux apporter moi à mon échelle? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas important?» Enfin, tu vois? Et ouais, je pense que c'est nécessaire aussi d'aller voir, par exemple toi, par exemple avec les illustrations, de se dire: «Mais ça par contre, ça m'apporte ce que le violoncelle m'apporte plus aujourd'hui», par exemple, de un peu de satisfaction, de j'ai fait quelque chose quoi, tu vois? On reconnaît. En fait, j'ai une vision assez, égoïste dans ça parce que en fait, moi, ça m'apporte et que en gros, enfin,
j'ai l'impression que c'est devenu un luxe d'être musicien aujourd'hui. Parce qu'en gros, si tu aimes la musique, enfin, les gens disent toujours que oh, c'est tellement un beau métier et vous vivez vraiment de votre passion et tout ça. Et alors, je me dis, ben, si vous saviez que j'en vis pas, en fait, c'est juste ça que ben, c'est ma passion, ça pourrait l'être, sauf que c'est pas possible d'en vivre. Enfin, c'est qu'une toute petite minorité de personnes qui tombent bien, qui ont toutes les étoiles se sont bien alignées pour que ça puisse être faisable, que pour qui ça marche. Mais enfin, moi, je me dis, enfin, quand je vois qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui et qu'il y a par contre pas assez de place et que voilà, maintenant, il y a encore des gens qui vont au conservatoire, ils font leurs études et ils savent pas encore, mais peut-être que à travers ce podcast aussi, ils vont découvrir que ben, c'est quasi, enfin, ça c'est encore mon histoire, mais c'est très, 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 très compliqué de trouver une existence là-dedans. Ouais, c'est clair. Mais, enfin, moi, c'est purement d'une façon, enfin, c'est pas vraiment égoïste, mais moi, j'ai besoin de faire ça. Ouais. Donc, c'est aussi un chemin comme ça intérieur que moi, le violoncelle m'a permis de devenir quelqu'un. Et cette personne-là, je suis qu'avec mon instrument et je me sens entière, en gros, quand je joue et quand ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Et quand ça commence à ne plus en faire partie, je sens que ça va plus trop. Et donc, je sens que c'est un truc qui est moi, quoi. Et que, genre, tous les instrumentistes, je pense qu'ils diront la même chose, que, ben oui, pourquoi on fait ça encore? Ben, parce que ça nous faut, c'est notre drogue. Quand on est tombé là-dedans, en gros, si on te le retire, ben, qu'est-ce qui reste, quoi? Vivre de son art, c'est quand même tout un art. Et c'est ça que je me suis dit quand je vois que ça bouge tellement dans la musique après le Covid et que je me rendais compte que ben, pour tout le monde, ça devient en fait super compliqué et qu'il y a plein d'histoires quand même assez déprimantes que j'entends autour de moi. Je me disais, c'est sûr que je dois trouver un, un autre plan, enfin pas un plan B, mais une espèce d'existence, mais un domaine qui me plaît. Donc un truc où je reste moi-même et je fais vraiment ce que j'aime faire et qui est tout à fait moi. Et est-ce que tu as l'impression que, il y a le dessin qui te, sert pour la musique et vice versa? Enfin, l'un inspire l'autre? Ça, c'est sûr qu'il y a un truc. Maintenant, je sens que quand je fais un peu trop de l'un, l'autre va moins bien aussi. Ah Donc, oui? je dois faire les deux parce que Tu as besoin d'entretenir les 2 à la même, au même équilibre, en fait? j'essaye. Mais bon, pour l'instant, la musique en prend un fameux coup, hein. Enfin, je suis maintenant accompagnée par une couveuse d'entreprise et je dois vraiment faire cette activité à temps plein Ouais. et faire en sorte que ça décolle aussi et Ouais, que ouais, ouais. je puisse faire, une vie que j'aimerais dans un idéal, que je fais les 2. Est-ce que, tu aurais, toi, par rapport à ton parcours et ton vécu évidemment, un conseil à donner si tu as un jeune là qui t'écoute, qui est au conservatoire? Je crois que c'est à chacun de décider s'il se lance là-dedans, mais moi, quand j'étais, vraiment jeune et j'ai voulu devenir violoncelliste et mon prof, donc mon maître, il m'a dit: «Mais ça va être dur, hein, vous n'allez pas vous en sortir et ça va être vraiment compliqué». C'est bien, mais il a dit à quelqu'un qui avait 16 ans, tu vois? Et donc à 16 ans, tu te dis: «Mais je m'en fous, j'y vais, moi je vais tout faire» et en fait, tu réalises pas ce que ça veut dire tout faire, c'est que en fait, tu vas pas pouvoir le faire et que tu voudrais le faire, mais tu as pas le temps et moi, je pense quand même il faudrait et c'est pas aux jeunes de le faire, mais il faudrait faire une révolution dans tout ce qui est, art et métier artistique et tout ça. Merci pour tout ce Ben avec partage. plaisir, c'était chouette. Oui.